Nous allons démarrer cette séance du Conseil communautaire dédiée, je dirais, au débat d'orientation budgétaire pour 2025. Madame Marie-André Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclé, Madame Marie Calero, Madame Laurence Desfonds-Fargeon est excusée et m'a donné pouvoir, Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Juan Garcia, Madame Laure Giton, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Hervé Flogère, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Benoît Sanchez, Monsieur Joël Racami est excusé et a donné pouvoir à Madame Françoise Bouclé, Monsieur Claude Raoux est excusé, Madame Cathy Ricard, présent. Madame Bruna Romanini est excusée et a donné pouvoir à Madame Marie-André Altier, Monsieur Benoît Sanchez, présent. Madame Anne-Marie Souveton aura un peu de retard, elle va nous rejoindre, Madame Virginie Vicente, Monsieur André Vigli. Bien, rapport numéro 1, conformément au Code général des collectivités, proposé à l'Assemblée de désigner notre secrétaire de séance. Il est proposé Monsieur Benoît Sanchez, qui s'abstient. La Ligue du Sud, qui est contre, à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du 10 décembre 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 3, il s'agit de la désignation d'un élu référent, Jean du Voyage, au sein de la communauté de communes. Vu les dispositions de la loi, vu la délibération de 2021 émettant un avis favorable au projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, considérant que le préfet de Vaucluse, par courrier en date du 2 janvier, sollicite la désignation d'un élu référent au sein de chaque communauté de communes, communauté d'agglo du département pour participer à ces groupes de travail, il convient de procéder à la désignation d'un élu référent gens du voyage. Le conseil communautaire est appelé à délibérer pour désigner M. Jean-Yves Maréchal comme élu référent au sein de la communauté de communes et m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 4, il s'agit de la reconduction du dispositif de l'aide au permis de conduire pour l'année 2025. Vous le savez, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un dispositif que nous avons créé fin année 2019, au mois d'octobre exactement, et qui a permis jusqu'alors à 63 personnes de bénéficier d'une aide au permis de conduire en contrepartie d'une action au sein de notre collectivité ou d'une collectivité membre de notre intercommunalité. Je vous propose de reconduire ce dispositif de l'aide pour l'année 2025 selon les critères et les conditions qui sont fixés dans le règlement du dispositif, de fixer le montant de cette aide à 500 € et de l'enveloppe annuelle à 10 000 € pour notre année, et puis dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours et m'autoriser à signer tous les documents se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Mossy. Ce n'est pas vraiment une question, Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. Je trouve que c'est un très bon dispositif, d'autant plus qu'il n'existe pas dans toutes les communautés de communes. Juste en tant que conseiller départemental, je voulais vous interpeller. Dans le cadre du FAGE, le Fonds d'aide aux jeunes, il y avait une aide pour les véhicules de 3 000 € en fonction du coefficient, bien sûr. Et en raison des restrictions budgétaires, cette aide exceptionnelle de 3 000 € pour des véhicules d'occasion, pour des jeunes qui devaient avoir, sous condition d'un emploi, la nécessité de se déplacer et d'avoir pas d'autres moyens de déplacement, avaient la possibilité d'avoir cette aide. Malheureusement, depuis le 1er janvier, elle a été supprimée. Et dans le Nord Vaucluse, on a des gros problèmes de mobilité. C'est vraiment regrettable parce que ces jeunes qui ont trouvé un emploi ont des difficultés pour se rendre à l'emploi. Et c'est quand même gênant. Et je voulais vous le signaler en tant que conseiller départemental dans le budget qui a été voté au mois de décembre. Merci, Monsieur le Président. Oui, et vous savez qu'on adhérait à l'association Rouler Mobilité, pour ceux qui se souviennent, et qui permet d'accompagner
justement ceux qui sont dans des soit éloignés par rapport aux besoins d'un véhicule de déplacement, d'un scooter ou autre, et que nous avons toujours accompagné justement cette association pour le faire, et que nous avons pu voir quand même au travers du service public de l'emploi, que ce soit la mission locale ou autre, quand même une réduction du nombre de demandeurs de pouvoir bénéficier de ces dispositifs-là. Mais il existe toujours cette association Relais Mobilité qui est sur Carpentras et qui continue d'accompagner l'ensemble des bénéficiaires. J'ai bien pris note de votre remarque et nous actons. Non. Alors, elle n'a pas été dissoute par rapport à ça. Elle a été dissoute parce que justement, elle accompagnait certains territoires, notamment le Comtat Vénessin et Carpentras. Et quand on regardait les rapports d'activité, notamment sur les activités de nos différentes années, on a forcé de constater qu'ils demandaient entre 1000 et 1500 euros et qu'on a toujours donné à 300 ou 400 euros parce qu'on avait toujours une personne sur le nombre de bénéficiaires qui en bénéficiaient. Et je le sais très bien, parce que quand j'étais président de la mission locale, on avait des publics qui étaient très éloignés et qui n'avaient pas forcément de véhicules pour aller travailler. Et pour autant, ils ne faisaient pas appel à cette association que nous subventionnons. Voilà. Et puis la dernière année, on a eu zéro. Voilà. Donc, à quoi bon financer des associations quand il n'y a personne qui en bénéficie sur notre territoire? D'où la question qu'on s'est posée et qu'on a cessé d'accompagner. Voilà. Et nous saluons l'arrivée de Mme Souffeton pour le rapport numéro 4 avant le vote, qui s'abstient, qui est contre à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 5, il s'agit de la désignation d'un représentant de la communauté de communes, Mme Ricard. Alors, il s'agit de nommer... Pardon. Excusez-moi. Il s'agit ici de désigner un représentant de la communauté de communes pour siéger au comité de projet qui concerne la commune de Mondragon pour un projet de centrale photovoltaïque et élevage au-dessous. Donc, il est proposé pour la communauté de communes de désigner Monsieur Christian Perron. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Monsieur Mossy et la Ligue du Sud, qui est contre, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 6, il s'agit d'une convention de mise à disposition de locaux. Monsieur Flogère, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. L'association Cinébol gère le seul cinéma du canton indépendant des grands circuits de distribution et a su développer son activité, obtenir des labels de qualité, jeune public, patrimoine et répertoire, recherche et découverte, qui classe la salle comme un lieu de diffusion de films, arts et essais. Elle poursuit un intérêt général avéré, exploiter et maintenir en fonctionnement une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques et promouvoir la culture cinématographique sur toutes ses formes et pour tout public. Dans cette dynamique, la collectivité met à disposition une deuxième salle destinée à l'organisation d'activités cinématographiques, aux arts numériques et culture complémentaires. Cet espace permettra d'accueillir des projections spéciales, des ateliers pédagogiques, des conférences et d'autres événements culturels en collaboration avec les acteurs locaux. Ces locaux intercommunaux seront partagés avec d'autres partenaires selon un planning défini en concertation avec la CCRLP. Il vous est donc proposé d'approuver la convention ci annexée et d'autoriser le président à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci, monsieur. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 7, s'agit d'une convention d'occupation du domaine public. Madame Ricard. Alors, il s'agit d'une démarche très simple. Il y a une mise à disposition de terrain pour tout ce qui est occupation et pour installer les PAV. Et ici, il faut corriger donc ces espaces mis à disposition pour pouvoir intégrer dans ce processus, dans cette convention, les aires que nous occupons pour le compostage collectif. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 8, s'agit d'une modification des statuts du syndicat mixte du bassin versant du Lez. Monsieur Garcia est rapporteur et je précise que Monsieur Grappin ne prend pas part ni au débat ni au vote. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. Donc il s'agit là d'une modification des statuts du syndicat mixte du bassin versant du Lez. Donc considérant que les modifications proposées portent sur les points suivants: extension du périmètre de compétences,
changement des quotes-parts, changement de la clé de répartition. Le conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver le statut modifié du syndicat mixte du bassin versant du Lez tel qu'annexé à la présente délibération et autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci, Monsieur Garcia. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant, il s'agit d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre entre notre intercommunalité et le syndicat mixte bassin versant du Lez. Rapporteur est M. Garcia et je précise que M. Grappin ne prend ni part au vote ni prend part au débat. Pardon. Voilà, merci Président. Donc, il s'agit là d'une convention des délégations de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre entre la communauté de communes Rhône-Lez-Provence et le syndicat mixte du bassin versant du Lez. La mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le bassin versant Le Lauzon Est sur le territoire de la CCRLP. Donc, considérant la volonté communautaire de promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations à une échelle géographique pertinente, considérant que la présente délibération vise des modalités de gestion temporaire avant le transfert effectif de la compétence GEMAPI sur le bassin versant du Lauzon Est au syndicat mixte du bassin versant du Lez. Il s'agit là d'approuver la convention de délégation du maîtrise d'ouvrage et d'autoriser le président à signer la convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Oui, merci M. Garcia. Vous avez bien fait de préciser Lauzon Est, c'est-à-dire de l'arrivée de Saint-Restitut jusqu'au canal de Donzère-Mondragon. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 10 s'agit du contrat opérationnel de mobilité du bassin. Et M. Lambertin, vous avez la parole. Oui, donc il s'agit d'approuver ce contrat donc, de mobilité pour le bassin qui nous concerne. Donc, alors, vu le code, les codes des différentes codes généraux des collectivités territoriales, des transports, le code de l'environnement, ensuite les différentes lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation de métropole, la loi du 7 août 2015, nouvelle organisation territoriale de la République, c'est la loi NOTRe qui est bien connue. Ensuite, la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, celle ensuite du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, la loi du 21 février relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification, le mot simplification, retenez-le, et de l'action publique, vu l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2019 portant approbation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le fameux STRADET. Ensuite, vu l'information que nous avons passée à un comité des partenaires qui s'est réuni le 25 novembre 2024 et qui n'a pas émis de remarques particulières sur ce document. Ensuite, considérant que la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 désigne la région comme chef de file en matière de mobilité et lui confie à ce titre la charge d'élaborer un contrat opérationnel de mobilité, traduction opérationnelle de sa mission d'organisation des modalités de l'action commune des acteurs de la mobilité à l'échelle des bassins qu'elle doit définir. Ensuite, considérant les articles du Code des transports qui listent de manière non limitative les thématiques que se doit d'encadrer le contrat opérationnel de mobilité, comme suit. Alors, premièrement, les différentes formes de mobilité et d'intermodalité en matière de dessert, d'horaire, de tarification, d'information et d'accueil de tous les publics, ainsi que de répartition territoriale des points de vente physiques. Ensuite, le point de la création, l'aménagement, le fonctionnement des pôles d'échange multimodaux et des aires de mobilité, notamment en milieu rural, ainsi que le système de transport vers et à partir de ces pôles ou aires. Troisième point, les modalités de gestion des situations dégradées afin d'assurer la continuité du service rendu aux usagers au quotidien. Le point 4, le recensement et la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en œuvre, en particulier pour améliorer la cohésion sociale et territoriale. Et le point 5, l'aide à la conception et la mise en place d'infrastructures de transport ou de services de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité.
Considérant que conformément à son plan climat, la région Provence-Côte d'Azur a fait le choix d'ajouter la décarbonisation des mobilités comme 6e thématique de ce contrat. Ensuite, considérant que la région a proposé de co-construire dans chaque bassin le contrat opérationnel de mobilité avec les acteurs, à savoir les autorités organisatrices de la mobilité locale, les communautés de communes qui n'ont pas souhaité prendre la compétence mobilité, les gestionnaires de pôles d'échange multimodaux et de gares de voyageurs, les départements concernés, les régions limitrophes, le cas échéant, les acteurs locaux présentant une expertise en mobilité dont la participation a été approuvée par le comité des bassins. Enfin, considérant que notre collectivité a participé à cette démarche de co-construction des contrats opérationnels de mobilité, il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs réunions, donc nous avons fait part d'un certain nombre d'observations. Ensuite, considérant que la porosité entre les bassins de mobilité a été prise en compte à travers l'invitation à la démarche de co-construction, que toutes les thématiques prévues par le Code des transports ont été abordées durant le processus de co-construction, que les signataires des contrats opérationnels de mobilité sont ceux prévus par le Code des transports, autorités organisatrices, gestionnaires de pôles d'échange multimodaux et de gares de voyageurs, départements et régions concernées, auxquels sont ajoutées les communautés de communes n'ayant pas fait le choix de prendre la compétence mobilité. Ensuite, considérant que le contrat opérationnel de mobilité n'est pas un contrat de financement, mais un outil permettant une meilleure coordination, mise en cohérence et optimisation des actions territorialisées par les acteurs de la mobilité sur différents périmètres et durant la durée prévue du contrat. Considérant que la durée du contrat opérationnel mobilité est fixée à 4 ans, 2025-2028, à la date de la signature par la dernière des parties pour cette première génération de contrats. Que le contrat est construit en 4 parties, un tronc commun identique pour les 12 contrats, un socle territorialisé, des objectifs généraux territorialisés ainsi que des annexes propres à chaque bassin. Donc il est demandé au Conseil communautaire d'approuver le contrat opérationnel de mobilité du bassin, mobilité F, qui nous concerne, la communauté de communes Rhône-Lest-Provence, pour une durée de 4 ans à la date de la signature et d'autoriser le président à signer le dit contrat et tout document se rapportant à ce dossier. En complément, avant que vous prononciez, je voudrais rappeler les avantages qu'on a, nous, en tant que CCRLP, d'adhérer à cette démarche. Ces avantages, c'est d'abord de bénéficier d'un état des lieux du bassin de mobilité dont elle fait partie sur différentes thématiques inscrites dans la loi LOM de mobilité, disposer des outils permettant une meilleure coordination, une mise en cohérence, une optimisation des actions territorialisées, avoir accès à la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en œuvre pour améliorer la cohésion territoriale et bénéficier d'une aide à la conception et la mise en place d'infrastructures de transport ou de services de mobilité, de développer la concertation entre les acteurs locaux et de mieux connaître les aides techniques et financières existantes. Donc, pour illustrer un peu tout ça comme information, vous dire que parmi les engagements, nous sommes engagés d'améliorer surtout la desserte de la gare de Bolène, et pour cela, donc, il y a une étude en cours avec un assistant à maîtrise d'ouvrage qui a été missionné là-dessus, et qu'un certain nombre de contacts vont être ensuite réalisés pour essayer d'améliorer. C'est une des priorités que, à travers ce contrat de mobilité, nous mettons en œuvre pour essayer d'étudier ça et d'améliorer autant que faire se peut les dessertes donc, de la gare par rapport à Bolène et les communes environnantes. Voilà donc ce que je voulais dire en complément. Il vous est donc proposé d'autoriser le président à signer ce dit contrat et tout document qui s'y rapporterait. Merci, M. Lambertin. Y a-t-il des questions? M. Mossy. Juste, moi je vais être franc, il y a 263 pages, donc je vais faire confiance à M. Lambertin, j'ai essayé de lire. Je n'ai pas vu beaucoup de fiches actions qui nous concernaient, parce qu'il y en a un certain nombre. J'ai vu que certains pôles étaient
mais ça on le sait depuis longtemps, plus favorisés que d'autres, ce qui est logique aussi par le nombre d'habitants. Hein. Quand on a des pôles de 600 000 habitants et puis des pôles de 26 000 habitants, quand les SCOT sont interdépartementaux pour notre part avec le Sud-Drôme, il y a des logiques qui coincent un petit peu. Et puisque vous avez évoqué aussi le questionnaire que j'ai parcouru, avec certains on est allé sur Internet, il faut penser que la mobilité, c'est pas forcément des gens qui vont sur Internet et c'est pas forcément un questionnaire établi qui tient peu compte du territoire et des problématiques polymorphes qu'on peut avoir sur le territoire qui vont nous aider à cerner le problème de la mobilité. C'est du moins moi ce que je pense, parce que quand on dit qu'est-ce que vous priorisez, les scolaires, les actifs ou les retraités, j'ai bien du mal à faire du choix et je ne sais pas si nos concitoyens du territoire vont être très nombreux à remplir à la fois le questionnaire sur Internet, parce qu'encore une fois, ceux qui ont le plus de besoin de mobilité, c'est ceux qui vont le moins sur Internet. Et comme il y a très peu de documents papier et qu'il n'y a pas de démarche vers les habitants, j'ai peur que le questionnaire que les gens vont remplir, un, il soit peu nombreux, et deux, qu'il soit peu qualitatif. Voilà, mais il est certain, et je voterai pour, parce que, mais je vais être franc, j'ai parcouru les 263 pages, j'ai pas souvent vu Ronde-Lès-Provence. Alors, je vais vous répondre. Oui, moi je peux compléter un petit peu. Concernant, oui, c'est le problème que nous avons à travers ces contrats régionaux. On s'aperçoit donc en termes de mobilité que les secteurs comme Avignon, Carpentras, etc. figurent bien sûr en premier puisqu'il y a une population bien supérieure à la nôtre. Mais l'intérêt de ce contrat, c'est d'abord d'être informé d'un peu tout ce qui se passe autour et de pouvoir nous insérer là-dedans et pour améliorer ce qu'il y a sur notre territoire, puisque nous avons, nous, la compétence. Donc, à travers ce contrat, c'est d'essayer de voir ce qui peut être amélioré. Quant au questionnaire, bon, ça ne va pas se limiter à ce questionnaire sur Internet, puisqu'il va y avoir des contacts et ensuite des rencontres qui vont être amenées, qui vont être faites pour justement répondre à un certain nombre de questions et faire en sorte que les habitants fassent remonter un certain nombre de besoins. Hein, voilà. Donc c'est pas fini. Voilà. Mais vous voyez que c'est j'allais dire une usine à gaz, c'est quand même quelque chose de très complexe au niveau régional. Mais enfin, nous essayons de nous concentrer sur notre secteur et d'aller chercher dans ce contrat tous ceux qui peuvent nous intéresser. Ça permet d'avoir des informations sur les lignes dans les départements voisins, etc. Et ça permet des fois de faire des connexions et d'arriver à avancer, à améliorer autant que faire se peut les choses dans ce domaine. C'est pas simple parce que il y a une culture en termes de mobilité qui encore mérite d'être beaucoup développée pour utiliser certains modes de transport qui sont pas la priorité de nos habitants en zone rurale. Merci, M. Lambertin. Il y a dans ce contrat opérationnel qui a au moins le mérite d'harmoniser toutes les pratiques sur l'ensemble des EPCI de la région, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Et vous retrouvez 8 fiches actions dédiées à la communauté de communes. Le covoiturage, les intermodalités, urbain, périurbain, le vélo, le piéton et la gare et les bus, et puis tout ce qui touche au vélo, à l'usage du vélo à l'échelle du bassin. Covoiturage, intermodalité, usage du vélo, travail domicile, tourisme et ces interfaces-là. Et donc le cabinet Eureka qui a été retenu et qui nous rend ces travaux vient préciser tout ça. Et l'avantage de ce comité opérationnel, c'est que vous savez que la région a déjà des lignes qui vont jusqu'à La Palud, des lignes de bus qui vont jusqu'à La Palud et qui passent par le Vaucluse. Et donc l'idée, c'est pas qu'on arrive à superposer des lignes à côté. Et à l'inverse, je le dis très ouvertement, je l'ai dit à la région et je le redis publiquement, l'idée, c'est pas que demain, on crée des lignes et que la région se désengage en disant finalement, vous faites une ligne semblable ou similaire à la nôtre et donc on n'a plus de raison d'intervenir sur notre territoire. Qui s'abstient, qui est contre, je vous remercie. Le rapport numéro 11, il s'agit d'une approbation de charte informatique au sein de notre collectivité. Pour vous faire très simple, les modalités de travail et les types d'outils qui sont mis à la disposition des agents rendent nécessaire la détermination d'une politique claire en matière de sécurité des systèmes d'information.
Cette charte vient définir l'ensemble des bonnes pratiques d'utilisation des ressources informatiques, de garantir surtout l'intégrité du système informatique de notre collectivité et de limiter les risques de recherche de responsabilité pénale et civile de chacun. Il vous est donc proposé d'approuver cette charte informatique et de m'autoriser à signer tous les documents se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le rapport numéro 12, il s'agit d'une convention de mise à disposition d'office d'un agent de la commune de Mondragon auprès de la communauté de communes. Vous avez le nom de l'agent dans le rapport, à compter du 1er mars 2025, pour une durée indéterminée à hauteur de 630 heures pour l'année 2025 et 765 heures par an pour les années suivantes. Il convient d'approuver les termes de cette convention et de m'autoriser à signer cette convention et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est abstention de la Ligue du Sud? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 13, il s'agit d'une convention de mise à disposition d'un agent du Centre communal d'action sociale de la ville de Bolène auprès de la communauté de communes. Il s'agit donc d'un agent mis à disposition à compter du 1er mars 2025 pour une durée indéterminée à hauteur de 10 heures hebdomadaires, ce qui représente l'exercice de la mission qui, je vous le rappelle, relève donc de la restauration collective et d'approuver les termes de la convention de mise à disposition, ainsi que m'autoriser à signer cette convention et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 14, il s'agit d'un transfert d'un agent du Centre communal d'action sociale à la commune de Bolène à la communauté de communes, à compter du 1er mars 2025. Poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet, dans le même cadre de la restauration collective, d'approuver les modalités de transfert du poste et de m'autoriser à signer tout document nécessaire se rapportant au suivi de ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 15, il s'agit de la création d'un service commun, gestion des systèmes d'information et convention de services communs type. Il s'agit, vous l'avez vu dans la convention, d'approuver la création d'un service commun à compter du 1er mars dédié au système informatique, d'approuver les termes de la convention type et de m'autoriser à signer cette convention et tous les documents se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 16, il s'agit d'une convention de mise à disposition de locaux dans le cadre du service commun que nous venons de créer au rapport 15. Il s'agit de mettre à disposition des locaux de bureaux et de locaux de stockage au sein de l'hôtel de ville de Bolène, d'une surface totale de 60,7 mètres carrés, situé au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, qui abrite les services informatiques de la ville. La présente convention prendra effet au 1er mars 2025, d'approuver les termes de la convention et de m'autoriser à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 17, il s'agit de créer un service commun de mon cabinet et convention de service commun entre la communauté de communes et la commune de Bolène, considérant toutes les dispositions qui sont liées au poste de collaborateur de cabinet. Il vous est proposé, à compter du 1er mars, de mutualiser le cabinet du maire de Bolène et de la communauté de communes d'un poste de cabinet vers la commune de Bolène et d'approuver la création d'un service commun, d'approuver les termes de la convention du service commun et de m'autoriser à signer cette convention et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et M. Mossy. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 18, il s'agit d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la communauté de communes Rhône-Lens-Provence et la commune de Mondragon. La commission finance a donné son avis favorable. Le projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage est annexé. La communauté de communes en charge de la compétence de la restauration collective dont la fourniture et le service de repas dans les structures d'accueil pour les personnes âgées de plus de 65 ans, gérées par les collectivités. Et à ce titre, selon les dispositions de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage jointe, la communauté de communes participe à la construction de la cuisine, de la salle de restauration et du local du personnel de restauration. Et donc vous avez ici une convention avec la commune de Mondragon relative à la construction d'une seigneuriale.
Il vous est proposé d'approuver les termes de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage que vous avez annexée et de m'autoriser à signer la convention et tous les documents se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Ricard. Oui, Président, pas de questions, mais je voudrais exprimer ici quelques réserves sur cette convention. Il n'y a rien sur la forme qui me choque, évidemment. Tout est conforme aux conventions qu'on peut passer entre les communes à la CCRLP. La compétence est pleinement exprimée. Je voudrais simplement exprimer ici une réserve sur le fond de ce projet. Vous êtes un président très à l'écoute des maires de cette communauté de communes. C'est une de vos grandes qualités et les maires sont très sensibles à ça. Cependant, lorsque les maires proposent des projets à partager avec la communauté de communes, c'est un principe qui vaut de prendre dans un pot commun. Donc, évidemment, on étudie tous les projets que les communes portent et on peut porter des regards sur ces projets. Ici, moi, j'en porte un avec beaucoup de réserve parce que lorsque je lis le projet de notre collègue Christian Perron pour construire 16 logements pour personnes âgées, je trouve démesuré la dépense qui va être faite pour une salle de restauration et tous les frais qui vont être engendrés autour de cet investissement. Donc je voulais exprimer ici, évidemment, une très grande satisfaction à ce que mon collègue Christian Perron s'occupe avec bienveillance de nos aînés, ce que je partage comme attention, mais en même temps des réserves sur cette dépense qui me semble pas du tout appropriée. Et si vous nous laissez beaucoup de liberté, Président, cette liberté-là, elle nous oblige aussi de devoir partager l'argent du pot commun avec sens, équité et solidarité. Voilà, toutes les autres communes et la communauté de communes a une compétence particulière qui est déjà celle de pouvoir livrer des repas à domicile et qui rend très heureux beaucoup de nos aînés sur notre territoire. Encore une fois, le montant de ces deux dépenses dans la période que nous traversons me semble démesuré et appelle de ma part des réserves, même si elle ne m'empêchera pas de voter le budget. Monsieur Mossy. Merci, Monsieur le Président. J'avais attiré l'attention de Monsieur le maire de Mondragon pour connaître un petit peu les dossiers, que AGV, s'il ne nous avait pas suivis à Mondragon, c'est que le nombre d'appartements était insuffisant parce qu'il y a un problème de nombre pour écraser les charges. Je sais que la MSA avait été contactée dans le cadre du MARPA. Les observations avaient été les mêmes. En dessous de 25 appartements, voire 30, il est difficile de financer ce type d'opération et aussi les animations qu'il y a avec, parce que c'est un problème de nombre pour écraser le coût des animations et le coût de fonctionnement. Donc beaucoup d'organismes prêchent 50 places. En milieu rural, on peut moyennement considérer que Mondragon est vraiment un milieu rural. En Marpa, on conseille 30 appartements. Et la réflexion de Mme Ricard est logique. Avec 16 appartements, on a un coût au mètre carré pour les cuisines, la restauration, etc. et pour le reste qui est élevé. Et aussi, on peut avoir le souci quelle animation on peut avoir avec seulement 16 résidences. Voilà. Il y a une deuxième remarque qui est bénigne, mais qui vaut le coup peut-être d'être faite. On appelle ça sénorial. Alors, j'ai regardé les marques déposées, les sénoriales. C'est les sénoriales, c'est pas sénorial tout court, mais il faut quand même faire attention aux mots. Peut-être qu'il vaudrait mieux l'appeler résidence senior, mais sénorial, c'est un groupe déposé, une marque déposée en 2007. Et ce soir, on s'engage tous à appeler quelque chose sénorial. Alors, c'est pas les sénoriales, c'est vrai, c'est sénorial avec un petit S, mais quand même, il peut y avoir confusion. Et il peut aussi y avoir confusion dans le public. Donc c'est important de dire c'est une résidence senior, c'est pas une maison de retraite,
c'est une résidence pour que les gens sachent bien quels produits ils ont à s'offrir. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Bien, je vais vous répondre parce qu'il ne nous appartient pas, chers collègues, de juger de l'opportunité. Peut-être le conseiller municipal de Mondragon, mais il ne nous appartient pas de saisir l'opportunité de savoir, et encore que parce que la population vieillit et qu'il faut s'en préoccuper dans les rapports d'autonomie, notamment le schéma départemental d'autonomie, on voit bien que la question de la ruralité et du périurbain est très problématique. Mais je vais vous répondre sur 2 points. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, il y a un projet qui est porté par le maire de Mondragon, qui intègre dedans un office qui est dédié à la compétence que nous exerçons. Et j'ai entendu ce que disait notre collègue de Mornas. D'abord, je lui rappelle qu'on lui avait ouvert plusieurs centaines de milliers d'euros dans les fonds de concours et qu'elle n'a pas jugé utile, et je respecte son choix, d'utiliser 300 000 euros de fonds de concours qu'elle aurait pu avoir à sa main et qui donc ont été supprimés dans le budget des orientations 2025, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que dans l'attribution de compensation, dans le fonds de concours et dans la dotation de solidarité communautaire, l'intercommunalité a toujours été très juste sur les critères, puisque la dotation de solidarité communautaire est liée aux habitants au potentiel financier, personne ne peut les contester, qu'il y a une ventilation sur le fonds de concours et qu'il y a une ventilation sur l'attribution de compensation eu égard aux compétences qui sont exercées. Et que les seules irrégularités ou les seules inégalités sont les politiques publiques portées directement qui sortent de l'accompagnement solidaire d'aide, mais qui sont dans l'exercice direct de la compétence, quand il a fallu, par exemple, construire une école et un restaurant René Char à La Palue. Nous ne l'avons pas fait ailleurs, nous l'avons fait à La Palue, mais nous étions dans l'exercice direct de notre compétence, et nous l'avons fait à La Palue, nous ne l'avons pas forcément fait ailleurs. Et ça, nous le faisons pour essayer d'apporter une égalité de territoire. Ici, la délibération n'est pas sur un jugement d'opportunité. Je veux rappeler ce cadre comme je le faisais sur le fonds de concours et sur l'utilisation du denier public par le maire qui a à sa main la possibilité d'utiliser. Ici, on est là dans une délégation de maîtrise d'ouvrage qui consiste à dire que dans un établissement à 2,7 millions d'euros, tout le monde l'a compris, il y a un office de cuisine et il y a un office qui est intégré dans le cadre de notre compétence directe, salle de restauration, local de personnel et cuisine. Et qu'au prorata de la surface que représente cet office, 19%, il y a une règle comptable qui a été appliquée et qui s'applique à tous de la manière la plus juste possible. 19% de la surface de cet office doit être pris sur le budget global. Et c'est ce que je vous propose de faire. Et plutôt qu'on ait 36 000 délégations ou discussions d'architectes pris par la CC pour faire l'office, l'architecte pris par la ville pour faire la seigneuriale, je vous propose qu'on soit plus intelligent et qu'on dise qu'il y a une délégation de maîtrise d'ouvrage pour faire en sorte de prendre notre part à l'exercice de la compétence. Voilà ce qui est, j'entends les remarques de chacun, mais je veux quand même rappeler ici que sur la question de l'accompagnement et de la solidarité de ce que je vous proposerai dans les orientations 2025, l'intercommunalité a toujours été très solidaire, pas forcément pour les exécutifs locaux, mais pour les habitants qui habitent notre territoire. Il ne peut pas y avoir un habitant sur notre territoire qui se dise avoir été lésé sur l'accompagnement de l'attribution de compensation, sur le fonds de compensation et sur la dotation de solidarité communautaire qui participe au fonctionnement de nos collectivités. Pour le reste, un autre maire aurait représenté le même projet, nous l'aurons accompagné au prorata de l'office. Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Il s'agit, sur le rapport suivant, d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage. Non. Cette fois avec la commune de Bolène. Il s'agit, dans le cadre de l'espace Aragon, sur la parcelle BX 156, qui était déclarée d'intérêt communautaire. Justement, là, nous avons un projet qui est intercommunal et nous avons un projet qui est communal avec 2 domanialités, 2 fonciers. Je propose qu'on puisse déléguer la maîtrise d'ouvrage entre la commune de Bolène et la communauté de communes pour justement approuver les termes de la convention, dire qu'il y aura refacturation sur un montant global prévisionnel de 300 000 euros. Ce financier prévisionnel, je le rappelle, sera actualisé au vu des justificatifs fournis pour le paiement. Et bien évidemment, d'accepter les termes de la convention et de m'autoriser à signer cette convention, là encore une fois, pour éviter d'avoir plusieurs architectes et plusieurs maîtrises d'ouvrage pour un projet localisé dans le cœur de ville de Bolène. Il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 20, il s'agit de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage
entre la communauté de communes et la commune de Molène pour réaliser, donc coordonner les travaux d'aménagement d'un rond-point. Il s'agit du rond-point qui dessert la gare de la Croisière et de pouvoir aménager le remplacement des points d'apport volontaires qui se situent à droite quand on arrive vers la gare et d'approuver les termes de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, puisque nous avons obtenu de SNCF Gare et Connexion une convention d'occupation temporaire de la domanialité pour pouvoir faire ces aménagements et de m'autoriser à signer la convention et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport suivant, il s'agit de l'attribution de l'appel à manifestation d'intérêt. Nous sommes sur la commune de La Palue. Ça concerne la pose de panneaux photovoltaïques sur les terrains de tennis reconnus d'intérêt communautaire qui sont situés à proximité du réseau ferré et convention d'occupation temporaire du domaine public. Il convient donc, tous les considérants, vous les avez, d'établir, il y a lieu d'établir une convention d'occupation temporaire relative à la mise à disposition du site pour l'installation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque, conformément au modèle annexé à la présente délibération, et d'attribuer l'avis à manifestation d'intérêt à la société Sioussen, approuver les termes de la convention d'occupation temporaire et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 22, il s'agit de la clôture du budget annexe du pôle médical. Considérant aujourd'hui que nous avons, comme nous étions engagés, impulsé la dynamique de pouvoir développer dans le pôle médical intercommunal situé à Bolène, de pouvoir impulser la venue de professionnels de santé, qui en compte, au moment où je vous parle, 26 professionnels de santé, de pouvoir approuver la clôture du budget, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de charges rattachées de personnel à ce pôle médical et qu'il n'y a donc plus lieu puisque les médecins se sont organisés, on a impulsé, ils volent de leurs propres ailes. Nous n'avons pas de raison de garder ce budget annexe. Et donc, ils nous proposaient de le clôturer parce qu'il n'y a plus de budget de personnel. Actifs passifs sont aussi intégrés au budget principal et le service individualisé créé à compter du 1er janvier 2025 sera soumis à la TVA naturellement et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Bompard. Alors, ce pôle médical, en fait, vous l'avez construit à coup de... Enfin, vous l'avez récupéré à coup de millions d'euros pour finalement déshabiller Paul pour habiller Pierre, puisque vous n'avez pas apporté un nombre supérieur de médecins par rapport à l'existant, vous avez juste pris d'un côté pour prendre de l'autre, en offrant des conditions de travail qu'aucun libéral qui s'installe n'a, bien évidemment. Donc forcément, c'était un cadeau monumental. Et en cela, en fait, vous combliez la politique socialiste que vous avez soutenue pendant des années et qui a été celle de casser le thermomètre pour voir qu'il n'y avait plus de fièvre. C'est-à-dire que finalement, pour ne pas aggraver le déficit de la sécurité sociale, les gouvernements successifs, de droite et de gauche d'ailleurs, ont établi un numerus clausus qui a fait qu'on n'avait plus de médecins. Moyennant quoi, on savait que 15-20 ans après, on serait dans la situation dans laquelle s'est trouvé Bolène et tout le territoire français d'ailleurs, puisque tout le monde fait comme vous, avec des succès plus ou moins avérés et surtout avec des dépenses colossales pour tout le monde. Parce que dans le fond, la santé relève de l'État, donc les gens payent déjà dans les impôts et payent une deuxième fois dans leurs impôts locaux, sans arriver malgré tout à résorber le problème. Parce que le problème, encore une fois, je reviens, c'est qu'on n'a pas de médecins en France pour la politique que je viens de décrire, de gribouille. Et quand il y a eu l'inauguration, d'ailleurs, j'avais dit à votre ami, M. Castaner, dont vous étiez très fier de le recevoir avec un grand frais, là encore, et j'avais eu la parole en tant que maire, et j'avais dit que le problème se résoudrait
qu'avec une ouverture du numerus clausus. Votre ami, M. Castaner, ministre, m'avait dit, mais pas du tout, madame, vous vous trompez, il ne sert à rien d'ouvrir le numerus clausus. Et j'ai eu la surprise, ça c'était au mois d'avril, je crois, et au mois d'octobre, le même personnage disait, ah, nous allons ouvrir le numerus clausus parce que nous manquons de médecins et que donc il est urgent. Alors ils ont ouvert le numerus clausus, mais évidemment, ça ne comble pas les déficits humains de médecins ni de personnel soignant. Alors, vous avez dépensé, je le disais, des sommes colossales pour faciliter la venue, moyennant quoi on sait très bien qu'il y a eu énormément de désagréments pour la population. Finalement, la raison est un petit peu revenue à tout le monde. Et vous avez promis d'ailleurs du matériel. Finalement, ils ont été déçus sur le matériel. Vous leur avez promis des trucs et des trucs, ça n'est pas arrivé. On a pu suivre les opérations. Et y compris d'ailleurs, j'ai vu des médecins qui s'étaient installés à un moment là-bas et que j'ai rencontrés ailleurs, à Orange, pour ne pas citer la ville, et qui disaient toute leur désillusion. Alors, voilà, on aurait pu laisser faire Monsieur Robert, maintenant décédé, mais qui était parti sur un beau projet privé, avec le courage qu'ont les privés des fois pour combler les déficits du public. Et vous auriez laissé faire, mais vous avez voulu, là encore, jouer à un jeu de dupe pour la population, lui faire croire que ça y est, ils allaient arriver au bonheur complet pour leur santé. Ben, ce n'est pas le cas, et vous êtes obligé de retourner au privé, ce qui me semble quand même appréciable pour les Bolénois, que vous n'avez pas l'air de défendre, parce que tout à l'heure, nous avons voté l'intégration des villes dans le SMBVL. C'est très bien, on a voté, il n'y a pas de problème. Mais il faut encore que ce soit les gens de l'Interco qui payent 0,36% d'augmentation parce qu'on accueille des villes du Sud-Drôme. Très bien, on le fait. Mais jusqu'à quand on va payer pour les autres? Vous avez vu, 0,36% d'augmentation, c'est pas beaucoup. C'est solidaire, c'est tout ce que vous voulez. Mais les Bolénois et les gens de l'Interco, mais c'est vos chiffres, monsieur. Oui, mais je vais vous répondre. Mais oui, vous allez me répondre sûrement, et vous allez sûrement répondre comme hier, avec tellement de verbiage qu'on ne sait plus le début. Attendez, je termine, merci. Vous êtes à côté de la plaque. J'ai pas beaucoup pris la parole jusqu'à présent, donc merci. Donc du coup, je sais que vous allez répondre toujours à côté, avec beaucoup de mots qui contraires les uns aux autres, d'ailleurs, très généralement, quand on vous réécoute après. C'est assez drôle. Alors, du coup, vous revenez à la case départ en ayant, encore une fois, demandé aux contribuables de participer à ce à qui, normalement, ils auraient eu droit depuis de la part de l'État, c'est-à-dire la santé à leur disposition, formée par l'État, payé par l'État, c'est-à-dire par le contribuable, quand même, il ne faut pas rêver. Donc voilà, politique de gribouille, ça, vous savez la mener. Bien, bon, je vais vous répondre parce que je le disais en aparté, mais je vous trouve de séance en séance de plus en plus à côté de la plaque. Mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que en fait, la délibération sur le LES, c'est qu'on intègre le Lauson. En fait, depuis la création 2018 des 5 EPCI, on n'a pas accueilli une commune de plus de la Drôme. Ça fait depuis la création du bassin versant que de Dieulefit jusqu'à Mornas, on a le même nombre de communes. Et la délibération ne dit pas qu'on accueille des communes. Simplement, on prend la gestion du Lauson. Et c'est pour ça que la gestion du Lauson, et je crois que vous me donnez l'occasion de répondre, que je trouve qu'on ne gère pas si mal que ça. Parce que quand je vois que le syndicat hydraulique du Nord-Vaucluse avait des contributions en 2014 à laquelle vous assistez et à laquelle vous versiez, plus importante que la cotisation aujourd'hui de notre collectivité au SMBVL pour gérer le LES, c'est que vous avez absolument rien compris. Aujourd'hui, on intègre le Lauson dans le syndicat mixte du bassin versant du LES, dont il faudra peut-être qu'on change le nom du syndicat, parce que vous avez compris qu'il ne gérera plus que le LES, mais il gérera aussi le Lauson et sûrement d'autres cours d'eau. On le fait de manière intelligente parce qu'on ne va pas recruter des techniciens rivières pour 3 km de Lauson alors qu'il y a des techniciens rivières dans un syndicat. Et ça ne coûte que plus 0,36% pour gérer 3,6 km de Lauson, entretien du cours d'eau, les systèmes d'endiguement, etc. Donc vous êtes à côté de la plaque. Comme d'ailleurs vous êtes à côté de la plaque sur la question du rapport sur le pôle médical. Mais ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui, on a dit qu'on ne pouvait pas faire les compétences de l'État et on ne souhaitait pas le faire. On souhaitait les impulser. Et d'ailleurs, on ne fait pas comme tout le monde.
Parce que vos responsabilités, vous ne l'avez pas fait. Alors que monsieur David, pas monsieur Robert, il est pauvre, paix à son âme, monsieur David est venu vous voir et vous avez refusé avec le docteur Houssier. Donc, si vous voulez, nous, on a fait ce que vous n'avez pas fait. Et on a fait les choses parce que, si vous voulez, dans la guerre des territoires, vous dites à la fois que quand on prend un médecin, on le prend à un autre, et en même temps, vous critiquez le numerus clausus. Je vous rappelle, chère madame, qu'aujourd'hui, comme il ne sort pas plus de médecins d'année en année, si un médecin vient sur notre territoire, c'est qu'il vient d'un autre territoire, parce que les pôles lyonnais, montpelliérains et marseillais sont des pôles d'attractivité important, et que par conséquent, on n'y est pour rien. Vous trompez d'assemblée. Ni le ministre de la Santé, ni la France, ni le préfet, ni le président de la République. Aujourd'hui, vous faites de la politique politicienne sur tous les sujets. Nous, on gère le contexte des habitants. On prend soin des habitants. Parce que si on n'avait pas pris soin des habitants, je crois qu'il serait encore plus de désagréments que les problématiques qu'ils ont pu avoir sur des rendez-vous avec du secrétariat, etc. Ils auraient eu plus de désagréments parce qu'ils n'auraient pas pu renouveler leurs ordonnances. Parce que ceux qui sont atteints de grandes pathologies n'auraient pas pu avoir de système de santé. Donc vous dites, encore une fois, n'importe quoi, et je vous le redis, vous êtes à côté de la plaque. 5 médecins généralistes, quand on a créé le pôle, il n'y en avait que 2. Un pédiatre, 5 chirurgiens dentistes, 7 infirmières, 2 psychologues, un orthophoniste, un ostéopathe, un dermatologue, un sage-femme, un cabinet d'ophtalmologie, et je vous l'annonce, au mois de juin, une gynécologue qui nous rejoint, qui quitte un système hospitalier pour venir sur ce pôle médical, 26 professionnels de santé que nous accompagnons, et qui, à un moment donné, parce que c'est pas, contrairement à ce que vous pensez, je pense que c'est pas à l'argent public de financer les cabinets médicaux, nous clôturons ce budget parce que nous n'avons plus rien à faire là-dedans, ni en termes de personnel, ni en termes de secrétariat. Nous avons laissé les médecins avoir Maya, Doctolib, leur secrétaire, leur téléphone, pour prendre des rendez-vous, tout simplement. Et donc, c'est une situation qui devrait vous satisfaire. Donc, vous êtes à côté de la plaque. Et comme vous l'êtes sur le LES, avec ce que vous dites, il n'y a pas de commune nouvelle là-dessus. Nous sommes absolument très, très clairs. Voilà. Le reste, c'est de la littérature. Vous avez assez parlé. Qui s'abstient? Vous avez assez parlé. Qui s'abstient? Monsieur Mossy. Allez-y, monsieur Mossy. Excusez-moi, Président, je ne m'abstiens pas. Je suis d'accord sur le dossier. Juste une précision, parce que je ne suis pas un spécialiste de la comptabilité publique, mais je vois bien dans le rapport qu'il y a une dotation de 200 000 € tous les ans pour les loyers. Bien sûr. S'il y a une comptabilité analytique au niveau de la communauté des communes pour l'ensemble des services, que ce soit la cantine, que ce soit le pôle médical, etc., il n'y a aucun problème. Si ce n'est pas le cas, c'est plus problématique, parce que le problème d'avoir des comptabilités séparées, c'est une forme de comptabilité analytique. On sait combien ça coûte. Sinon, on ne sait plus combien ça coûte. Là, si j'ai bien compris, et il ne faut pas le regretter, c'est très bien qu'il y ait une offre médicale, ça coûte à la collectivité de la communauté des communes, à l'ensemble du territoire, 200 000 € par an. Bien sûr. Merci, Président. Et je vais plus loin. Dans la guerre des territoires qu'on se mène sur la désertification médicale et désormais sur la question de la sécurité, parce que moi j'entends le débat qui doit se faire à l'Assemblée nationale, mais pas ici. La question de la sécurité des narcotrafiquants et de tout ce qui se passe dans le pays. Si aujourd'hui on ne dote pas nos collectivités de policiers municipaux, si on ne fait pas aujourd'hui de pôle médical, eh bien aujourd'hui on est complètement à la rue. Par contre, dans la désertification médicale, si aujourd'hui on ne se bat pas à avoir des loyers attractifs pour permettre justement à des médecins de s'installer, eh bien les médecins ne viennent pas à Bolaine. Ils vont à Saint-Paul-Trois-Châteaux, ils vont à Bagnols-sur-Cèze, ils vont à Pont-Saint-Esprit, ils vont à Montélimar. Donc la question de la désertification médicale, c'est d'offrir le maximum. Et je crois que sur offrir le maximum, oui, on l'a fait. On a même accompagné des cabinets avec du matériel médical qu'on a pu accompagner dans le cadre dispositif de l'aide à l'immobilier d'entreprise. Et par conséquent, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et nous l'assumons. Nous le revendiquons même. D'accompagner des médecins et des professionnels de santé, nous le faisons. Parce que vous êtes très très loin de la réalité, à côté de la plaque, encore une fois, par le nombre de Bolénois et d'habitants du territoire qui se plaignent d'avoir des médecins qui ont disparu. Et c'est même faire un affront, chère madame, à tous ces maires qui se battent en France pour accueillir des médecins, qui mettent des banderoles, qui créent des complexes pour accueillir des médecins et qui ont des difficultés à remplir leur pôle. Parce que la difficulté, c'est que le numerus clausus fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui sortent là-dessus. Donc, j'ai rien voté pour personne, madame. J'étais certainement pas né quand
En 81, j'étais pas né, si c'est ça que vous parlez. Donc en 81, j'étais pas né. Arrêtez de me parler de Mitterrand. J'avais moins de 4 ans. J'étais pas né. Donc voilà. Bon. Donc arrêtez un petit peu de nous raconter la messe, là, toutes les 5 minutes. Vous nous fatiguez. Merci, Madame Bompard. Merci, Monsieur Mossy. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Et je vous remercie d'avoir voté pour, chère Madame. Tout ça pour ça. Le rapport numéro 23, il s'agit d'une convention de gestion de services avec la commune de La Palud pour l'exercice de la compétence de l'entretien des équipements d'enseignement élémentaire et préélémentaire. Il convient donc d'approuver les termes de la convention, vous les avez en annexe, et de m'autoriser à signer la convention et tous les documents se rattachant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La convention de gestion et la commune de Mornas pour l'exercice de la compétence d'entretien des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire. Vous avez les termes de la convention qui sont annexés. Je vous propose de m'autoriser à signer cette convention et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 25, il s'agit d'un avenant au procès-verbal pour permettre justement de corriger la valeur comptable du bien qui était marquée en francs alors qu'elle doit être en euros et de la corriger avec les termes de l'avenant numéro 1 et de m'autoriser à signer l'avenant numéro 1. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention de la Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Pardon. Le rapport 26, il s'agit de délibérer, là encore, pour un élément indispensable à la solidarité des communes et de l'intercommunalité au regard du Fonds de péréquation, Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, c'est la répartition du prélèvement entre la CCRLP et ses communes membres pour l'année 2025. C'est une délibération de principe. Il s'agit d'approuver le principe de la répartition dérogatoire libre entre la CCRLP et ses communes membres, selon laquelle la CCRLP prendra à sa charge la totalité du fonds de péréquation. Je veux ici rappeler une fois encore la solidarité de l'intercommunalité qui prend à sa charge 2,1 millions d'euros à la place des communes pour assurer, je crois, des politiques municipales qui permettent des budgets de fonctionnement qui seraient amoindris si le fonds de péréquation était pris en charge par chacune des communes. S'il fallait encore démontrer la solidarité de l'intercommunalité aux communes, il y a 2,1 millions qui seront en moins dans vos budgets de dépenses de fonctionnement et que la communauté de communes prend à sa charge pour travailler avec l'ensemble du territoire. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Au préambule du débat d'orientation budgétaire 2025, nous avons obligation de présenter le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, le décret de 2015 vient confirmer la prérogative et prévoit que les collectivités de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l'Assemblée délibérante un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes préalablement au débat sur le projet du budget. Il y a lieu de prendre acte de ce rapport sur l'égalité femmes-hommes et venir préciser que notre collectivité compte en fonctionnaires 73,91% de femmes pour 26,09% d'hommes. Voilà ce qu'il est précisé. Et il y a tous les considérants de répartition par catégorie hiérarchique dans l'encadrement, par filière, etc. etc. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Qui s'abstient? Qui est contre? Vous allez prendre acte, pardon, avec mes excuses, il n'y a pas de vote. Le rapport numéro 28, il s'agit du débat d'orientation budgétaire. Conformément à l'article 2312-1 du CGCT, le budget de notre collectivité est proposé par le président et voté par le conseil communautaire. Un débat a obligatoirement lieu sur les orientations générales du budget d'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés dans un délai de 10 semaines qui précède l'examen du vote du budget qui aura lieu le 1er avril. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée de débattre sur les orientations budgétaires pour 2025. Chers collègues, notre débat intervient dans un contexte national contraint et pour autant, l'intercommunalité demeure le maillon essentiel territorial de solidarité qui existe entre les communes et l'intercommunalité. Aujourd'hui, nous avons, au travers de l'intercommunalité, mis depuis de nombreuses années l'ensemble des outils nécessaires
à exercer la solidarité entre l'intercommunalité et ses communes membres au service des habitants de notre territoire, j'insiste, au service des habitants de notre territoire, soit dans la compétence directe de l'exercice des compétences, soit indirectement au travers des mécanismes et des leviers financiers qui sont au nombre de 3 principaux: l'attribution de compensation, le fonds de concours, la dotation de solidarité communautaire et la prise en charge du fonds de péréquation intercommunale pour 2,1 millions, par exemple, que nous venons de délibérer. Et donc, il est important de venir préciser qu'une loi de finances tardive pour 2025, c'est quand même important de le préciser, qui a été adoptée le 6 février dernier et qui n'épargnera aucune collectivité de France. Et donc, il est important de venir aussi préciser que nous échangeons des orientations du budget 2025 au moment où on n'a reçu aucune notification des services de l'État sur, justement, ces dispositions de la loi de finances votée début du mois de février. Ces notifications interviendront dans un second temps. Elles interviendront certainement entre le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget. Et je tenais à vous informer que, contrairement au budget qui est débattu par le Premier ministre Michel Barnier à l'époque, ce nouveau gouvernement a fait un choix de solliciter plus fortement les petites et moyennes collectivités, toutes les collectivités dans son ensemble, pour faire en sorte. Le précédent gouvernement avait impacté les collectivités qui avaient plus de 40 millions d'euros de fonctionnement. Le nouveau gouvernement de François Bayrou a décidé d'impacter la totalité des collectivités, petites et moyennes, et la nôtre ne sera pas épargnée. Nous attendons des notifications à hauteur d'un impact de près de 400 000 euros, d'après nos calculs. Alors, ce contexte national nous oblige à la prudence et à la responsabilité jusqu'à la notification, et pour autant, la morosité de cette loi de finances ne doit pas obérer notre capacité à agir sur le territoire. Nous continuons à développer notre territoire et les politiques que nous menons en rationalisant leurs coûts. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le travail collégial qui est fait de notre intercommunalité, de l'ensemble des communes de notre intercommunalité et de la ville-centre qui regroupe les charges de centralité, permet d'optimiser les dépenses et les ressources et donne surtout une meilleure lisibilité à l'action publique du territoire, une cohérence, plus de services doublons réduits à un seul, plus efficace et plus coordonné. Et nous avons la mutualisation de plusieurs services fonctionnels et opérationnels, indispensables, je le dis, à la survie de notre échelon local de collectivité, car si nous ne mutualisons pas, nous aurons vocation à disparaître. En ce qui concerne les services communs qui sont mutualisés, qui ont été détaillés sur les années précédentes et sur l'année en particulier 2024, je veux ici citer quelques services communs. Le réseau de lecture publique et d'enseignement artistique, au travers notamment du réseau de bibliothèques et de réseau d'écoles de musique, l'accueil jeune et l'action pour la jeunesse, la direction générale des services, les services communs qui sont rattachés soit à la commande publique, soit à l'entretien des locaux, les locaux partagés pour le service du développement économique de la communauté de communes et de l'office communal de commerce de la ville de Pollennes, le locaux des accueils jeunes et du point information jeunesse, mais aussi la mutualisation des équipements et matériels techniques qui sont importants, et le service commun communication et le service commun services techniques opérationnels sur l'ensemble du territoire. Et en 2025, nous continuerons à produire ces effets, avec notamment la création du service de gestion des systèmes d'information, systèmes informatiques, que nous venons de délibérer dans ce rapport. Je veux aussi préciser le partenariat renforcé avec l'ensemble des partenaires et des soutiens, qu'il est important de venir préciser et saluer. Je pense à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au département de Vaucluse, à l'État et à l'ensemble des chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres de commerce, qui nous accompagnent, sans oublier l'ACAF et la MSA, qui nous accompagnent dans les politiques du réseau intercommunal et qui continuent à nous subventionner toujours plus pour les politiques que nous faisons à destination des plus jeunes de notre territoire. Mais la loi de finances de 2025, je le disais, prévoit une baisse drastique du fonds vert qui nous a beaucoup accompagnés sur le territoire, notamment les travaux que nous allons faire, je pense, sur la question de la toiture, par exemple, de l'espace aquatique intercommunal, etc., qui passe pour le niveau national de 2,5 milliards à 1,15 milliard d'euros. Il y a donc des problématiques sur les économies, sur l'isolation énergétique, etc., qui ne seront pas prises en compte. Et la revalorisation de la DGF qui sera compensée par une minoration du même montant des crédits de dotation de soutien à l'investissement local, la fameuse DSIL, ou encore la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui sera quant à elle préservée. On en est très content.
En ce qui concerne l'accompagnement qui a pu être fait, je vous propose, dans les résultats et les éléments budgétaires de 2024, peut-être de dresser un constat qui est beaucoup plus heureux que tout ce qu'on peut entendre. Les résultats de clôture de l'exercice 2024 terminent avec un résultat de clôture excédentaire de 1,6 million d'euros d'excédent et un résultat exceptionnel de l'exercice 2024 sur le fonctionnement, excédentaire pour l'exercice 2024 de 3 691 000 euros, un résultat de fonctionnement excédentaire de 3 691 000 euros, qui, agrégé au résultat reporté de l'année précédente, donne un résultat de clôture par section sur le fonctionnement de près de 6 millions d'euros d'excédent pour le résultat de fonctionnement sur l'exercice de clôture. En ce qui concerne l'approche rétrospective et l'évolution des dépenses de fonctionnement, il convient quand même de regarder sur les dépenses réelles de fonctionnement qui ont augmenté en 2024 en raison de plusieurs facteurs que j'avais évoqués et que je veux redire ici. La mise en place et le développement des services mutualisés, lecture publique, enseignement artistique, services techniques, communication, accueil jeune, qui augmentent les volumes des chapitres 11 et 12, charges à caractère général et charges de personnel, qui sont compensés, je veux le redire ici, par une refacturation aux communes qui augmente largement les recettes, et vous le verrez tout à l'heure dans les tableaux. L'attribution de la prime du pouvoir d'achat, nous avons fait le choix, avec la majorité intercommunale, de mettre au montant plafond la prime de pouvoir d'achat à l'ensemble des agents éligibles. Cela représente un coût de 90 000 euros, ainsi que la comptabilisation sur une année complète de la hausse du point d'indice de près de 150 000 euros représentés sur l'ensemble du personnel et la revalorisation des grilles indiciaires pour suivre l'évolution du SMIC pour 50 000 euros. La prise en charge de la totalité du fonds de péréquation par la CCRLP, la mise en place d'une politique volontariste sur la gestion des déchets, le déploiement des composteurs, des campagnes de distribution de composteurs individuels et de reprise en régie de la collecte de tri qui ont porté leurs fruits et qui vont nous amener à proposer une proposition fiscale pour 2025 que je vous dirai dans quelques instants. Et nous observons une augmentation de nos recettes réelles de l'exercice sur le fonctionnement de 2,5 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2023. Nous finissons à 36,7 millions d'euros de recettes quand nous terminions à 34,1 millions d'euros de recettes sur l'exercice 2023. Preuve s'il en est que ça fonctionne, que la mutualisation fonctionne et que la refacturation permet de gérer, de rationaliser à moindre coût. Et tout cela dans une santé de notre collectivité qui est très bonne, puisque depuis de nombreuses années, l'épargne brute, donc notre capacité d'autofinancement, ne s'est jamais aussi bien portée pour atteindre 3,7 millions d'euros d'épargne brute en 2024. Les éléments les plus notables sur l'exercice de l'année 2024 sont aujourd'hui pour plus de 1,2 million d'euros pour la rénovation, la désimperméabilisation et la sécurisation des établissements scolaires. Près de 1,4 million d'euros investis dans la voirie communautaire. 1 million d'euros pour la protection des personnes et des biens dans le cadre de la protection des inondations, des travaux de protection et de l'entretien des cours d'eau, des digues et des maillas. Et nous avons pu porter près de 400 000 euros pour les bâtiments culturels, plus de 250 000 euros pour poursuivre la modernisation des équipements liés à la restauration collective. Enfin, 127 000 euros au titre du renouvellement des équipements liés aux déchets ménagers et à l'acquisition de composteurs collectifs. En ce qui concerne les orientations sur cette marge d'économie et surtout cette marge qui nous permet d'amorcer l'année 2025, ce qui vous est proposé dans les orientations budgétaires 2025, c'est de continuer à diminuer le coût de fonctionnement de notre collectivité. C'est historique. Cette année 2025 sera historique pour notre collectivité. Nous augmentons le nombre de services que nous proposons à la collectivité et nous diminuons les charges à caractère général parce que nous refacturons aux communes les services que nous proposons. Preuve s'il en est, le budget 2025 qui vous sera proposé propose 10 652 000 de charges à caractère général contre 11 millions l'année dernière. Et cet effort que nous faisons dans le coût de fonctionnement et dans le train de vie de notre collectivité nous permet de dégager une marge pour permettre de reverser aux communes toujours plus dans le cadre de cette solidarité, puisqu'en 2025, nous proposerons au chapitre 14
la prise en charge de 1 million d'euros de dotation de solidarité communautaire pour les communes et la prise en charge en totalité du fonds de péréquation à hauteur de 2,1 millions d'euros pour les communes. Nous allons aussi mis en place une concurrence qui est importante sur la fourniture d'électricité, qui a permis d'en réduire le tarif dès le 1er janvier 2025, et je veux saluer tous ceux qui ont travaillé à ce travail, ce qui a permis d'aboutir à une baisse d'environ 21% du poste d'énergie-électricité, et le contrat relatif à la fourniture de gaz sera renouvelé à l'horizon du 1er janvier 2026, qui devrait engendrer également de nouvelles économies. En ce qui concerne justement le transfert de la part de personnel dans le cadre de services de convention de gestion, de convention de service. D'autres facteurs s'ajoutent à ces charges personnelles. La reprise en régie de la collecte des emballages ménagers recyclables depuis novembre de l'année dernière, la prise en charge de la prévoyance, qui est une obligation depuis le 1er janvier de cette année, la revalorisation du régime indemnitaire des agents de la collectivité, la décision du nouveau Premier ministre d'augmenter de 3% les cotisations patronales de CNRACL et de 12% sur 4 ans les charges patronales, les cotisations patronales, et la comptabilisation sur une année complète des agents transférés au titre du service commun d'enseignement artistique et de communication, ainsi que la création d'un nouveau service commun informatique. Et enfin, le recrutement de plusieurs agents pour renforcer les services de la CCRLP, notamment dans le cadre du service du développement des services communs. Et vous dire aussi qu'on observe la réforme sur la question des chapitres budgétaires, puisque tout ce qui était sur le 011 a été basculé désormais sur le 012 depuis les nouvelles dispositions sur la lecture par chapitre de notre comptabilité analytique. Sur le chapitre 14, je le disais tout à l'heure, mais je vais quand même le préciser, ce chapitre comprend le versement de la CCRLP au fonds de péréquation et prévoit également la dotation de solidarité communautaire. C'est pour cela que ce chapitre augmente aussi fortement. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement pour l'année 2025, nous avons des recettes qui seront supérieures à celles que nous avons réalisées l'année dernière, puisque nous serons près de 37 millions d'euros sur les recettes de fonctionnement, contre 36,6 millions d'euros sur le réalisé, cette fois, de l'année 2024. Alors qu'on attendait au budget primitif 36,3 millions de recettes, nous avons eu 300 000 euros de recettes supplémentaires. Sur les produits des services, c'est important de venir dire qu'ils vont, sur le chapitre 70, augmenter. Et c'est principalement la cause de l'augmentation des recettes de fonctionnement qui passe dans le BP 2024 de 2,7 millions à 3 millions d'euros, dans le BP 2025, que nous vous proposerons très prochainement à l'issue de ce débat d'orientation budgétaire. En ce qui concerne la fiscalité directe locale, et c'est là, je me semble, le point le plus important, c'est que le travail qui a pu être fait et l'adhésion au syndicat des ports de Provence dès 2022 de la communauté de communes a permis justement de mettre en place un outil qui dispose de mettre fin à l'enfouissement de nos déchets et donc d'être exempté pour partie de la taxe générale sur les activités polluantes. Grâce à l'adhésion au syndicat des ports de Provence en 2022, notre communauté de communes bénéficie depuis la fin d'année 2023 de la mise en service de Ciproval, qui est un centre de préparation de combustible qui permet de diminuer les tonnages envoyés à l'enfouissement et donc de réduire la fiscalité des déchets que nous faisons et, par conséquent, de transformer nos déchets en coproduits pour permettre justement d'être revendus. Par ailleurs, la modification des déchetteries, vous savez que nous avons pris une décision dans le cadre de la responsabilité engagement des entreprises qui est intervenue dans le courant de l'année, qui est un outil de disposition, de revalorisation et de traitement des déchets des professionnels dans les lieux de bâtiments, c'est-à-dire dans les lieux d'achat de matériaux, je pense à des entreprises dans le matériau, dans le bâtiment, nous a permis de réduire de 2000 tonnes de déchets des professionnels dans la déchetterie, qui sont autant moins de tonnes de fiscalité et de coût du service des déchets qui se voient enlevés de ces 2000 tonnes à traiter et donc à valoriser. Et tout cela ajouté à la modification notamment de notre façon de proposer de nouveaux points d'apport volontaires de collecte sur le territoire, de développer nos points d'apport volontaires, de développer nos composteurs collectifs et de développer des composteurs individuels pour réduire les biodéchets qu'on met dans le sac poubelle et qu'on doit traiter, liés à la filière produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment et du développement des points d'apport volontaires et de l'extension des consignes de tri, puisque je vous rappelle que les colonnes bleues n'existent plus
Elles ont été remplacées par des colonnes jaunes qui nous permettent d'avoir plus de capacité pour justement valoriser et donc récupérer de l'argent, je le dis, sur le verre et sur les emballages. En conséquence, au regard de l'économie et je dirais, de la marge que nous avons sur le coût du service des déchets, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sera diminuée d'1 point sans que le niveau global des recettes fiscales soit impacté. Cela est dû au travail à la fois des équipes, mais surtout à la dynamique des habitants de notre territoire qui se sont saisis à la fois des outils que nous avons proposés. Sur les éléments les plus notables sur les investissements pour 2025. 1 million d'euros pour la toiture du centre aquatique intercommunal qui est subventionné, je l'ai dit, mais 1 million d'euros. 1 million d'euros pour des fonds de concours, je le redis, qui permettra aux communes de porter de nouveaux projets à l'échelle communale. 700 000 euros pour l'espace Aragon, auquel s'ajoutent 300 000 euros pour le réaménagement, porté par l'intercommunalité pour le compte de la ville de Bolène au titre des opérations pour compte de tiers. 1 million d'euros pour le développement économique, qui comprend l'aménagement d'une pépinière d'entreprise en centre-ville de Bolène. 850 000 euros pour la protection des personnes et des biens au titre des protections contre les inondations. 450 000 euros de travaux portés directement par notre intercommunalité et 400 000 euros portés par le syndicat mixte du bassin versant du Lez et du Lauzon. Et 900 000 euros pour la compétence de la restauration collective, notamment les équipements liés à la compétence fourniture et services de repas. 300 000 euros pour les bâtiments sportifs et culturels d'intérêt communautaire, 300 000 euros pour les écoles du territoire, 300 000 euros pour la réhabilitation et le réaménagement de l'espace Ferry à la Palue, et près de 300 000 euros pour des matériels permettant d'améliorer le tri sélectif et la collecte des déchets. 300 000 euros parce que c'est exactement la recette que nous prenons de toute la valorisation du verre et des emballages que nous réinjectons pour redévelopper chaque année les points d'apport volontaire et faire en sorte que la recette soit supplémentaire. Et enfin, 250 000 euros, on en parlait tout à l'heure, sur la question de la mobilité. Et tout ça en continuant de désendetter notre collectivité. En ce qui concerne les budgets annexes, il est important dans les orientations de parler des budgets annexes. Nous avons, comme évoqué précédemment, après des années 2023 et 2024 qui ont retracé peu de contrôles, nous arrivons dans la périodicité des contrôles pour 2025 qui s'établissent un peu plus haut que leur niveau habituel en raison d'un plus grand nombre de contrôles prévus sur cet exercice. Donc, nous proposons des orientations à hauteur de 60 000 euros en dépenses et en recettes sur le budget annexe de l'assainissement non collectif. Sur le budget annexe de l'Office de tourisme, l'objectif de valoriser le patrimoine local, de renforcer l'attractivité du territoire et d'encourager l'implication des acteurs locaux. Dès la basse saison, des actions ciblées seront mises en place pour soutenir les professionnels de tourisme. Parmi les initiatives majeures de l'année, bien évidemment, il y a la réouverture du site de Bari, mais aussi le passage du Tour de France, qui constitue des temps forts. Ces événements offriront non seulement une visibilité exceptionnelle de notre territoire, mais également des opportunités de collaboration et de partenariat, et leur préparation mobilisera un engagement collectif afin de garantir une organisation exemplaire. Et le budget 2025 prévoit une hausse des dépenses en ce sens. Pour l'année 2025, une subvention d'équilibre depuis le budget principal est prévue pour un montant de 100 000 euros, sensible à celle que nous faisons chaque année. Les budgets annexes, bien évidemment, de nos zones d'activité, le budget annexe de la Croisière Sud. L'année 2025 retracera la poursuite des cessions des lots, et je crois que le coût global de l'opération a été respecté à hauteur de 3 millions d'euros. L'exercice 2025, sur le budget annexe de la ZAC Pan-Europarc, ce budget retracera la poursuite des acquisitions foncières et les inscriptions budgétaires d'acquisition que nous avons délibérées en juin 2024, qui sont prévues à hauteur d'environ 5 millions d'euros. Le budget annexe de la Clastre à Mondragon, ce budget retracera la comptabilisation des ventes des parcelles pour un montant estimé à 200 000 euros ainsi que les écritures. Il n'y a pas d'emprunt contracté sur ce budget annexe. Et sur le budget annexe de la gare à La Palue, pour un montant de 550 000 euros, ainsi que des écritures de stock afférentes. Et il n'y a pas de dette sur ce budget annexe. Pour conclure, chers collègues, l'excellent résultat de 2024, avec cet excédent de près de 6 millions sur le fonctionnement, dans la continuité des précédentes années, nous permet de vous proposer, la majorité intercommunale, de continuer d'accompagner les habitants de notre territoire, soit directement par les compétences que nous exerçons, soit indirectement au travers de nos communes, de faire que Rhône-Lez-Provence soit le maillon de solidarité, autrement
que soit de la compétence exercée directement qu'indirectement, et ce maillon de solidarité au travers du fonds de concours, 1 million d'euros, la dotation de solidarité communautaire, 1 million d'euros, des mutualisations, de la prise en charge du FPIC pour 2,1 millions d'euros, d'une diminution de la fiscalité de 1 point sur l'existant. Notre intercommunalité continuera, par ses orientations budgétaires, de diminuer son coût de fonctionnement, comme vous l'avez vu, tout en développant de nouveaux services communs. Voilà les orientations du budget 2025 de la majorité intercommunale. Le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Bompard. Ouais. Alors, hier, nous étions en débat d'orientation à la ville, aujourd'hui à l'Interco, et je dois dire que on retrouve à peu près les mêmes façons d'agir, la même façon de gérer. Vous me direz, on ne peut pas s'attendre à autre chose, mais quand même. Alors, il y a 9 pages pour décrire le contexte politique, d'ailleurs que j'ai décrit moi-même tout à l'heure, mais qui a fait rire beaucoup de monde et qui nous amène très souvent à avoir des augmentations d'impôts locaux ou autres, parce qu'il faut compenser les dérives d'un État que personnellement je n'ai pas mené au pouvoir. Et donc, vous plaignez de choses que vous générez. Alors, comprenne qui pourra, mais il y en a qui rient. Tant mieux pour eux. Moi, ça ne me fait plus rire et je crois que les Français ne rient plus non plus. Alors, après ces 9 pages, on va directement aux chiffres. Hein. Alors, il vous parlait de l'inflation, de la hausse des indices, mais jamais vous venez de citer un certain nombre de choses et on va les voir en détail. Où vous dites que vous faites des économies, mais on va voir que ce n'est pas tout à fait la réalité, bien évidemment, et que quand on arrive aux exercices, aux comptes administratifs, il faut remettre quand même les pendules à l'heure très souvent. Alors, quelques chiffres qui sont parlants. Les charges générales, à caractère général, augmentent entre 2021 et 2024 de 43%. 43%. À la ville, je crois que hier, j'ai cité 47%. Vous voyez à peu près les mêmes choses. Les frais de personnel augmentent de 30%, 30% à la ville et 10% à l'Interco. Donc, contrairement à ce que vous dites, ça augmente. Où sont les mutualisations promises? Parce que vous venez de nous expliquer qu'en mutualisant, on faisait des économies. Or, non, puisque ça augmente à la ville et ça augmente à l'Interco. Et vous pouvez agiter ce sont vos chiffres. Mais complètement à côté de la plaque, on le sait. Oui. Mais bien sûr. Pardon, madame? Ah bon? Et alors? Et dans les autres villes aussi, madame? Ben oui. Allez-y, finissez, madame. L'indice, il est le même pour tout le monde. Voilà, les autres villes aussi ont les mêmes difficultés que la ville que l'Interco. Et c'est pas pour ça qu'ils recourent systématiquement aux augmentations de frais de personnel, de charges, etc. Tout est absorbé, madame, dans les augmentations de personnel. Il faut arrêter. Moi, je dirais d'ailleurs que le problème du personnel et les coûts sont souvent dus à la rotation colossale qu'il y a au sein des deux collectivités, d'ailleurs, qui est niée, mais dont on sait bien, puisque la Chambre régionale elle-même avait pointé le fait que pour un emploi transféré par les mairies, M. Zilio embauchait une personne en même temps. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Interco, madame. Donc vous voyez, relisez les documents, vous allez voir, tout est écrit. Alors, quelques chiffres parlants, je disais, et j'en étais aux frais de personnel. 30% à la ville et plus de 10% à l'Interco. Donc, les mutualisations promises, on ne les voit pas. L'effort de gestion, on ne le voit pas. Et il n'y a pas eu une année où on a fait autre chose que d'augmenter. C'est plus facile. Et surtout, comme ça vous fait rire, augmenter les impôts, pourquoi ne pas en profiter, hein? C'est vrai, ce serait bête. Même pour les mutualisations, donc, vous échouez. Vous avez 2 explications à donner à l'ensemble des élus présents. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a des explications? Mais vous m'avez dit que j'étais à côté de la plaque, donc j'espère que je vais avoir une réponse conforme à la réalité. Hein, parce que j'ai entendu hier, où dans la même phrase, vous disiez que la cigalière avait coûté 13 millions, puis 3 millions, puis on est revenu à 8 millions, dans la même phrase. D'ailleurs, j'extrairai
le document, je le mettrai sur vidéo parce que c'est assez drôle. Donc, en espérant que je ne serai pas dans cette même condition, donc je le répète, les mutualisations, je vous ai posé souvent la question, où ont été les économies, on n'en trouve pas. Les frais de personnel augmentent, donc, je le disais, dans les deux collectivités et dans des proportions, je parle de Bolène, hein, que je connais, je ne parle pas des autres, des proportions importantes. Ces hausses de personnel sont, et je l'ai dit tout à l'heure, sont peut-être le résultat du mal-être des agents, des arrêts maladie, des rotations énormes, des gens qui s'en vont du cabinet, un petit peu partout. Et j'ai cité ce qu'avait cité la Chambre régionale des comptes dans son dernier rapport. Et vous nous présentez aujourd'hui, sans surprise, une nouvelle hausse des frais de personnel pour 2025. D'ailleurs, alors je l'ai dit au passage, hein, il y a une erreur, page 22, parce que vous dites dans le tableau, il faut lire BP plus DM 2024, or vous mettez 2025. C'est non, c'est 2024, page 22. La tendance que l'on observe depuis plusieurs années se confirme. Par ailleurs, Mondragon bénéficie largement des largesses de la CCRLP. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas les chiffres sont clairs. Ainsi, sur les fonds de concours, nous voyons que Mondragon a perçu 2,5 millions d'euros en tête de toutes les collectivités. Hein. Alors que Bolène en a reçu 3. Or, Mondragon, c'est 3 700 habitants. Bolène, c'est 14 000 habitants. Donc, là aussi, qu'on prenne qui pourra, mais il paraît que c'était à cause de moi. Mais je vois que, finalement, ça continue. Bolène qui contribue à hauteur, malgré tout, je le répète, hein, je l'ai dit pendant votre première mandature, mais ça vous faisait rire, Bolène qui compte, mais vous êtes maire maintenant, peut-être que ça va vous émouvoir, Bolène qui contribue à hauteur de 85% au budget de la CCRLP tout de même, et qui n'a jamais vu le retour. Votre position de conseiller départemental, vous le marquez, vous permet d'obtenir une subvention de 30 000 euros. Je sais que vous réclamez beaucoup, en particulier au moment des DOB, de l'argent à cette collectivité. Je voudrais rappeler que ce n'est pas l'argent des collectivités en général, c'est l'argent du contribuable. Donc là, comme ailleurs, on y fait attention. Mais ça n'a pas l'air de vous déranger, contrairement à vos paroles que l'on pourrait prendre d'or, mais qui sont de toc. Une bonne nouvelle tout de même dans le budget, une abaisse d'un point de TEOM, après l'avoir augmenté de 5 points quand même. Vous venez de vous en féliciter, mais vous l'avez augmenté de 5 points, vous l'avez baissé d'un. Donc, on se demande si ça ne serait pas qu'on soit par hasard en année électorale. Est-ce que ça pourrait être ça? Non, c'est pas possible. Et vous allez me répondre que non. Mais bon, quand même, drôle de coïncidence. Donc, vous baissez d'un point sur quelque chose que vous avez augmenté de 5. Et on attend vos explications, le disais-je. Et j'ajoute que c'est encore une année où le budget n'est pas en équilibre, là, hein, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Moins bonne nouvelle, les APCP, autorisation de paiement, crédit de paiement. Nous découvrons que désormais, le théâtre de Verdure, chiffré à 1 million d'euros aujourd'hui, alors qu'il a démarré à 500 ou 600 000 euros. On le double. C'est bien pour un théâtre de Verdure dans le domaine du développement économique. Je me demande si dans le développement économique, on ne pourrait pas mettre autre chose qu'un théâtre de Verdure. Mais sûrement que ça va rapporter énormément de monde à Bolène. On sait que tout le monde va pouvoir se stationner tout autour. Enfin, c'est un magnifique projet. Donc, 1 million d'euros, c'est quand même pas... à l'heure d'aujourd'hui, ça devient compliqué. Bon, je ne reviens pas sur la Maison du Terroir, le cinéma, ça fait 7 ans qu'on en parle, donc c'est pas la peine. Tout le monde le connaît, en tout cas les Bolénois le connaissent. 1 million d'euros affichés sur l'économie, sur le développement économique, qui devrait être la mission principale de cette collectivité, et comme je le dis, bien plus que le théâtre de Verdure.
Et si j'étais mauvaise langue, ce que je ne suis pas, je dirais que je doute de vous et de cette réalisation car vous affichez 8,1 millions d'investissements alors que vous en réalisez à peine la moitié chaque année. J'ai bien une petite idée de ce qui sera réalisé et de ce qui ne le sera pas dans vos propositions, surtout en un an. Enfin, je conclurai par cette dernière strophe. L'emprunt à la ville, emprunt à l'interco, déficit sur les déchets. Vous ruinez en fait tout ce que vous gérez, bien que vous vous pariez des plus grandes vertus d'un gestionnaire et que vous renvoyez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous dans leur filet en les ridiculisant, ce qui est bien typique là aussi de votre façon de dialoguer. On l'a vu hier avec M. Raoux. Vous ruinez tout ce que vous gérez. Vous prévoyez ainsi 4 millions d'emprunts en 2025, à un an d'un changement de gouvernance. Vous allez plus que doubler la dette de la CCRLP, sans compter les dettes des budgets annexes. Tant de dettes pour quelle réalisation, pardon, on se le demande, et les habitants en général se le demandent aussi. J'en ai fini. Y a-t-il d'autres interventions? Alors, je vais vous répondre point par point, parce que je disais tout à l'heure que vous étiez à côté de la plaque, et vous nous en attirez encore une démonstration. D'abord, quand vous parlez du fonds de concours, sur ce mandat, il n'y a absolument aucun fonds de concours qui a été débloqué. Et donc, contrairement au mensonge que vous venez d'asséner, que certains auraient eu plus que d'autres, dans l'exercice de ce mandat, personne n'a eu plus que l'autre, puisqu'en fait, il n'y a pas eu de fonds de concours. Premier point. Le deuxième, c'est que vous dites que les charges à caractère général, elles augmentent. Oui. Elles ont augmenté de 2,5 millions d'euros sur l'exercice 2024, et les recettes de fonctionnement ont augmenté de 2,5 millions d'euros. Et que par conséquent, chère madame, je sais que ce n'est pas forcément inné de comprendre qu'en fait, on a des services qui sont refacturés et qui dégagent des recettes supplémentaires. Aujourd'hui, nous avons plus de recettes de fonctionnement que de dépenses de fonctionnement. Et contrairement à ce que vous dites, je crois qu'il y a beaucoup de collectivités qui nous envient de finir un résultat de clôture avec 6 millions d'euros d'excédent sur le fonctionnement sur l'année 2024, qui nous permettent d'aborder l'année 2025 avec une réduction des charges à caractère général, puisque nous réduisons de 300 000 euros les charges à caractère général. C'est pas moi qui le dis, c'est dans les orientations qui sont proposées au regard des services qui sont proposés. Donc je maintiens de dire que nous développons les services, nous les faisons en intelligence avec l'ensemble des communes qui veulent proposer de nouveaux services, et nous réduisons les charges à caractère général. Pourquoi? Parce que nous le faisons en bonne intelligence. Et d'ailleurs, quand vous parlez de la Chambre des comptes, la Cour des comptes, dans l'examen qu'elle rend, elle le rend avant l'exercice de ce mandat. Et je vous rappelle qu'avant l'exercice de ce mandat, il y avait un maire à Bolène qui refusait tout travail avec la communauté de communes, qui nous a fait payer 2,5 fois le montant du personnel, et qui d'ailleurs, je vous le dis au passage, des personnels que nous avez transférés, pour ma part, ça fait de nombreuses années que je suis dans cette collectivité, je ne les ai toujours pas vus. Marqué depuis, en ce qui concerne, en ce qui concerne les charges prévisionnelles, je veux juste vous rappeler, puisque vous parlez de la cigalière, vous rappelez que vos efforts sains de gestion ont fait d'une cigalière qui devait coûter 3,4 millions un équipement à 8 millions d'euros. Et donc, je vous le dis que finalement, la dérive financière qui a été la vôtre sur la fin de votre mandat et qui a permis finalement de ne gérer absolument rien nulle part, a fait en sorte que les contribuables ont payé 2,5 fois à 3,5 fois ce qu'ils auraient dû payer pour moins de services, moins de personnel et des équipements qui coûtent toujours plus cher. Mais enfin, peut-être que c'est la logique de l'extrême droite qui veut qu'on puisse mettre de l'argent toujours plus par les fenêtres, comme vous savez le faire. Mais en tout cas, nous, on est un peu plus responsables. En ce qui concerne, je vous le redis, que vous êtes à côté de la plaque, puisque l'espace Aragon, ça n'a pas changé. On est toujours sur un prévisionnel à entre 650 000 et 700 000, et que les 300 000, c'est la délibération, chère madame, que vous venez de voter. C'est la délibération. Tous les collègues disent c'est 300 000 euros, mais c'est 300 000 euros de la maîtrise d'ouvrage municipale portée par la communauté de communes dans un transfert de maîtrise d'ouvrage. Ça veut dire que la communauté de communes va facturer 300 000 euros à la ville pour pouvoir réaliser cet équipement-là.
Le budget est toujours le même, seulement l'intégration du pied de la maison cardinale, l'espace Aragon, ce que je vous ai expliqué hier soir, est désormais pris en compte. En ce qui concerne ce que vous dites, c'est que finalement, sur vos 12 ans de mandat, vous avez aggravé sur la fin du mandat, je rappelle, entre 2018 et 2019, de 36% la dette. Vous avez fait 5,7 millions d'emprunts l'année 2019 avant les élections, excusez-moi de le rappeler, pour financer des équipements qui ont coûté, oui madame, 13,5 millions d'euros sur le complexe. Il y a des APCP, non mais madame, monsieur. attendez, sur les 13,5 millions d'euros que vous avez fait, et je sais que ça vous gêne aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup parlé, mais vous n'avez pas beaucoup réalisé, et donc tous les sujets qu'on évoque aujourd'hui, les églises, etc., ce que vous aviez lancé à une époque quand vous y pensiez, n'ont jamais été réalisés et menés à terme. Et j'en parlais d'ailleurs avec des amis proches de vous il y a encore quelques jours. En ce qui concerne les orientations 2025, je vous redis que nous réduisons le coût de fonctionnement de cette collectivité au bénéfice des communes pour reverser aux communes et les accompagner au travers des fonds de concours, de la dotation de solidarité communautaire et du fonds de péréquation, pour accompagner au mieux les habitants. Et nous le faisons au ratio dans les indicateurs, chère madame. Une dotation de solidarité communautaire, elle est au prorata de potentiel financier d'habitants. Et donc, par conséquent, il y a une reventilation qui est faite au prorata de ce que pèse fiscalement, économiquement, l'ensemble des communes de ce territoire. Et nous le faisons dans la mutualisation, parce que les dispositions sur les collectivités, la commune, l'intercommunalité, le département, la région, les nouvelles dispositions de la loi qui permettent aux intercommunalités de céder comme de récupérer des communes, nécessitent que nous puissions rationaliser les coûts. C'est ce que nous vous proposons, et notre intercommunalité, je le redis, continuera par ses orientations budgétaires de diminuer son coût de fonctionnement et de développer de nouveaux services communs et d'accompagner les communes, car les maires ont besoin de pouvoir porter des projets municipaux et l'intercommunalité est là pour les accompagner. Le reste, c'est de la littérature. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Le débat d'orientation budgétaire est terminé. Le vote du budget aura lieu le 1er avril. Je vous remercie à tous de votre participation à ce débat.